Imaginez un monde où on réécrit l'histoire activement, où on remet en question la base même de l'identité d'une nation. Ouais, c'est fascinant. Vous nous avez envoyé une série d'articles, une collection fascinante même, qui explore ces changements profonds, surtout au Maroc et dans tout le paysage géopolitique autour. On va plonger là-dedans et voir ce qui en ressort. Qu'est-ce qui est important pour vous? Absolument. Et en parcourant ce numéro d'e-débat, le 11 avril 2025, on est frappé par la variété des sujets. Stratégie du gouvernement marocain, relecture de l'histoire du pays, tensions commerciales internationales, la situation en Algérie toujours complexe. On parle même de polygamie. Ah oui, vaste programme. Un éventail est très riche. Et notre mission, c'est d'en tirer le meilleur, les éléments les plus percutants pour vous. Exactement. Notre mission aujourd'hui, c'est d'explorer les grands thèmes de ces articles. Comment le Maroc se positionne pour l'avenir. À l'intérieur, à l'international, les pressions internes, externes, et puis les dynamiques, parfois surprenantes, un peu cachées, qui se jouent dans la région. Pour commencer, pour se faire une idée de la direction, on pourrait regarder la vision à long terme du gouvernement. L'article de Moustapha Sehimi, il met en avant une stratégie du gouvernement Akhanouche qui regarde au-delà des élections de 2026, Oui, vers 2030, avec la Coupe du Monde de foot en ligne de mire. Oui, c'est intéressant. On voit qu'ils essaient d'inscrire leur action, ce qu'ils appellent un check-up dans cette perspective. C'est presque une pré-campagne. Votez pour nous, on est le gouvernement de 2030. D'ailleurs, certains partis d'opposition, ils critiquent, ils voient ça comme une pré-campagne déguisée. Mais au-delà de la tactique, qu'est-ce qu'il y a dans cette vision 2030? Pour juger de la crédibilité, il faut la confronter au contexte économique. Le rapport Business Ready 2024 de la Banque mondiale, le successeur du fameux Doing Business, il dresse un tableau mitigé. Le Maroc a de bons points, cadre réglementaire, services publics, mais des faiblesses aussi, Ah oui? en termes d'efficacité. L'emploi, les litiges commerciaux, l'insolvabilité des entreprises. C'est un contraste. D'un côté, l'ambition. De l'autre, les fragilités. Est-ce que ces faiblesses, elles risquent de tout compromettre en freinant l'investissement, la croissance, qui sont nécessaires pour des projets comme la Coupe du Monde de Narcy. C'est la question. Et puis il y a un autre élément, l'article mentionne, c'est la distance prise par les alliés du RNI. Oui, Le pays. Chacun se prépare pour les élections. Ça pourrait compliquer la mise en œuvre d'une vision unifiée. changeons de sujet. On va parler d'histoire, de la réinterprétation de l'histoire marocaine et de la refonte du récit national. La chronique d'Adnan Debar, vous l'avez souligné, repenser l'histoire, refonder le récit national, elle apporte un éclairage intéressant. Il dit que la souveraineté culturelle, c'est la base de toute ambition nationale. Tout à fait. C'est une idée forte. Il s'appuie sur les découvertes archéologiques récentes, Hirou ou Edbet. Elles remettent en question l'idée d'un Maroc influencé tardivement par des civilisations extérieures. L'idée, c'est de reconnaître le Maroc comme un foyer premier de l'humanité. C'est fascinant. avec des racines profondes, une identité propre qui précède les influences externes. On n'a pas attendu les Phéniciens, comme on l'apprend parfois. Ces découvertes, elles suggèrent une présence, une culture bien avant. En quoi cette nouvelle lecture de l'histoire, elle peut changer la façon dont les Marocains se voient? Il faut dépasser l'idée d'un Maroc découvert par les autres. L'archéologie, l'anthropologie, la paléontologie, elles révèlent une mémoire. Un peuple qui a toujours existé, qui a toujours créé. C'est important pour la confiance, l'ambition nationale. Il parle aussi de la nécessité de revaloriser la diversité marocaine, linguistique, culturelle, régionale. Ce n'est pas un obstacle à l'unité, mais une richesse. Exactement. Et ça a des implications concrètes. L'éducation, par exemple. Il faut réécrire les manuels scolaires. Tant qu'on commence par l'influence des autres, on reste dépendant. Il faut une pédagogie qui montre la profondeur, l'originalité du Maroc, son rôle dans l'histoire. Construire une modernité fidèle à soi-même. C'est pas facile de concilier cette fidélité à l'histoire avec la modernité, le progrès. C'est un équilibre. Il ne s'agit pas de rester figé dans le passé, mais de s'appuyer sur la richesse historique, culturelle, pour construire l'avenir. Ce qu'il veut, c'est un patriotisme lucide, enraciné, assumé. Un souverainisme culturel, pour que le Maroc soit maître de son récit, de son développement. Un autre point historique intéressant, c'est la date oubliée de l'indépendance, le 7 avril 1956. On célèbre le 2 mars, l'indépendance vis-à-vis de la France. Mais le 7 avril, la reconnaissance par l'Espagne, le transfert du contrôle des zones nord, c'est moins présent. Pourquoi, Azé? C'est vrai. Sans l'accord de Madrid, le 7 avril, l'indépendance du 2 mars n'aurait été que partielle. L'Espagne contrôlait le nord, le Sahara. Mohamed VI a beaucoup travaillé pour obtenir la reconnaissance de l'unité du territoire. Pourquoi cette date est moins importante dans les livres d'histoire? L'accord du 7 avril, ce n'était pas une libération totale. SEPTA
Melilla, le Sahara, restaient espagnols. Le récit national, il va peut-être privilégier une histoire plus simple, plus complète de l'indépendance. On a mis l'accent sur la France. Et puis, la mémoire du passé colonial espagnol, elle est peut-être moins explorée, moins commémorée que le protectorat français. Il faudrait réévaluer cette histoire, donner au 7 avril la place qu'il mérite. Une nation, elle se construit sur toutes les étapes de sa libération. Parlons maintenant de l'affaire Boualem Sansal et des tensions avec l'Algérie. L'article d'Azira Benkiran, il met en avant les critiques de cet écrivain algérien, son arrestation en novembre 2024. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi l'Algérie réagit si fort. Les déclarations d'Sansal sur le Polisario, sur l'histoire de Tlemcen, d'Oran, des territoires qui ont pu faire partie du Maroc, ça provoque une réaction très vive. On ne touche pas au récit historique officiel. Son arrestation à l'aéroport, le refus de visa pour son avocat, parce qu'il est juif, les accusations, atteinte à l'unité nationale, tout ça montre une nervosité du pouvoir. Et Sansal, il refuse la grâce présidentielle, il est courageux. La France devait défendre un écrivain naturalisé français, primé. Et le Maroc, eh bien, il aurait pu être plus ferme. Le père de Sansal est marocain. C'est une affaire complexe. Ideba parle aussi de ce mimétisme du régime algérien. Il copie les initiatives marocaines. Infrastructures, agriculture, éducation, patrimoine, la route hydraulique, l'interdiction d'abattre les brebis, la route Tondouf-Taznat, l'intégration des enseignants contractuels. C'est à interpréter. Peut-être un manque d'imagination? Ou alors ils reconnaissent que ça marche au Maroc. C'est possible. En tout cas, ils veulent montrer qu'ils sont dynamiques, modernes. Il y a aussi le piratage de programmes télé marocains par El Chourou TV, les revendications sur la Coupe du Monde 2022. C'est pas très apaisant. Non, ça alimente la suspicion et la compétition. Regardons la scène internationale, le positionnement du Maroc. L'éditorial d'Adnan Ben Chakroun, il s'inquiète. Le Maroc, est-ce qu'il est trop focalisé sur la Coupe du Monde 2030, au détriment de son action internationale, en Afrique notamment? C'est une bonne question. On voit que les ministres marocains sont moins présents dans les grands forums. Or, les ambitions du Maroc en Afrique, les gazoducs, la façade atlantique, ça demande une présence forte. Et puis, le contexte mondial est incertain. Trump, l'Union européenne, l'Algérie, est-ce que le Maroc sera prêt à réagir? Il y a la question de la Chine aussi. La diaspora marocaine, c'est un atout majeur. Oui. Mais elle n'est pas assez mobilisée, pas assez engagée, il faut l'impliquer davantage. Ideba parle aussi de la liberté syndicale. La loi 4-7.15 sur le droit de grève, adoptée malgré l'opposition. L'article de Bouchiki Marwan, il s'inquiète des restrictions. Cette loi, beaucoup la voient comme un moyen de limiter le droit de grève, de contrôler les syndicats. Et puis, il y a des problèmes internes aux syndicats aussi. Transparence financière, favoritisme, instrumentalisation politique, répression des voix critiques, ça n'aide pas à être crédible. On attend toujours un cadre juridique clair pour les syndicats, malgré les recommandations du CESE. L'État doit dialoguer, négocier avec des syndicats reconnus, légitimes, pour gérer les revendications, éviter les explosions sociales. Passons à la gouvernance du sport. Le PJD propose un Conseil national des sports, pour remplacer la direction actuelle, qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi maintenant? L'article rappelle l'histoire, la longue période sous Abdelatif Semnali. Les partis politiques, ils ne s'intéressent au sport que quand les résultats sont mauvais. Il faut une vision à long terme, indépendante des élections. L'article parle aussi des discussions à FFD, la Fondation Fouad Finali pour le développement, sur les politiques sportives. Est-ce qu'on s'accorde sur la nécessité d'une réforme Peurant? Oui, il y a une prise de conscience. Il faut une vision, une meilleure coordination. Mais la forme de la réforme, la nouvelle instance, ça se discute encore. Un sujet important, l'environnement. L'article de Mohamed Ben Hamed sur les oisies marocaines. Des écosystèmes fragiles, menacés par la désertification, le changement climatique. La dégradation des palmeraies est inquiétante. Plus de 60% de pertes selon la NDZOA. Il faut une approche globale, écologie, sociale, économie, culture, institutions. L'article cite des initiatives locales, mais qui manquent de moyens. Il faut s'inspirer de l'étranger, la Tunisie, l'Iran, le Burkina Faso, et surtout, un cadre national, une politique forte. Oui, il y a urgence. Protéger les oasis, c'est vital pour l'environnement, l'économie, la culture, la société. Sur l'économie, Adnan Ben Chakoum parle des subventions pour la viande. 13,3 milliards de dirhams pour importer du bétail, contrôler l'inflation. Est-ce que ça marche vraiment en tout cas? L'article en doute. Le prix de la viande reste élevé. L'État dépense beaucoup, mais l'impact est faible. Faut-il continuer? Hajar Dehan et Mamouna Sharki parlent des marchés publics, définir le besoin, c'est essentiel. C'est la base d'un achat efficace, transparent. Il faut que ce soit précis, adapté, proportionné. Les outils existent, le sourcing, les consultations préalables, l'analyse des expériences passées. Najim Mikou, lui, il s'intéresse au mariage précoce, au travail des enfants.
un problème qui persiste. Il faut aller au-delà de la Moudawana, s'attaquer aux causes. L'économie solidaire, pour créer des revenus, l'éducation en milieu rural pour l'ascension sociale et un meilleur accès aux soins. Bargak Larbi, il aborde la polygamie, un sujet complexe. Le Coran l'autorise, sous condition. Mais la monogamie est la norme, biologiquement, anthropologiquement. Au Maroc, il y a un décalage entre la façade sociale et la réalité. La polygamie, c'est tabou. Mais elle existe déjà de manière informelle. Peut-être faut-il la réglementer, encadrer les droits de chacun. On parle aussi des tensions Algérie-Mali, fermeture de l'espace aérien, rappel des ambassadeurs, accusation de soutien au terrorisme. D'où vient ce conflit? Le Mali accuse l'Algérie d'être proche des groupes armés dans le nord. Et puis, il y a la dénonciation de l'accord de paix d'Alger de 2015. L'Algérie a des relations difficiles avec ses voisins, c'est un facteur aussi. Adnan Benchakoun revient sur la Palestine, la normalisation avec Israël. La Grande Marche à Rabat montre l'attachement des Marocains à la cause palestinienne. Comment l'État gère cette situation? Il tolère l'expression populaire, mais il privilégie les intérêts nationaux. La normalisation, c'est un choix pragmatique qui a permis des avancées sur le Sahara. Les guerres commerciales de Trump, Bargak Larbi en parle. Nouveaux tarifs douaniers, conséquences sur l'économie mondiale. Quel impact pour le Maroc? L'impact direct sera faible grâce à l'accord de libre-échange. Mais l'instabilité mondiale, la baisse de la croissance, ça aura des conséquences. Le Maroc pourrait en profiter, devenir un hub commercial alternatif. Hicham El Adnani analyse le Trump Diversity Decree. Les États-Unis veulent imposer leurs règles de diversité aux entreprises étrangères. Un choc de culture avec l'Europe. L'autonomie réglementaire de l'Europe est menacée. Les entreprises françaises doivent s'adapter. Découplage, réformulation des politiques, résistance collective. Certains secteurs, comme l'aérospatial, sont plus vulnérables. El Adnani parle aussi d'une stratégie de Trump pour siphonner l'épargne européenne. Provoquer des crises, rendre le dollar attractif, attirer les capitaux, puis déprécier le dollar et rembourser la dette à moindre coût. L'Europe serait piégée. C'est une hypothèse. Mais ça correspond à la vision de Trump, utiliser la crise comme un outil. Enfin, Mohamed Benchakoun parle de la Chine et de l'intelligence artificielle gratuite, des modèles open source pour concurrencer les Américains. La Chine veut casser le modèle payant. C'est une arme de dissuasion massive, et ça leur permet d'améliorer leur propre modèle grâce à la collaboration internationale. Au final, on voit un Maroc qui se cherche, qui veut s'affirmer. Des tensions géopolitiques, des stratégies complexes, des débats internes importants, une région en pleine transformation. Comprendre ces dynamiques, c'est essentiel, pour décrypter le monde, pour agir, pour réfléchir. Face à tous ces changements, comment une nation définit sa place? Quels sont les facteurs clés de la réussite Topo? C'est la question. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous.